Winsor McCay, et plus particulièrement son chef-d'œuvre Little Nemo in Slumberland, avec deux intervenants. Thierry Smolderon, est-ce bien la peine de le présenter ici? Bon, professeur Alési, théoricien et historien de la bande dessinée, dont il faut quand même rappeler qu'il a été le scénariste, entre beaucoup d'autres scénarios qu'il a pu écrire, le scénariste d'une série qui s'appelait précisément McCay, en 4 volumes aux éditions Delcourt, avec comme dessinateur Jean-Philippe Bramanti, lui-même ancien étudiant de l'ESI, et qui était donc une biographie, disons, fantasmée de Winsor McCay. Et entre les deux Thierry, donc, Balthazar Kaplan, qui est venu tout spécialement de Bretagne pour participer à cette journée. Il a aussi vécu quelques années au Japon. Il était chargé de mission à l'ambassade de France. Son domaine, c'est plus la littérature. Il a notamment publié 2 romans qui s'intitulent respectivement La Ville et Le Chimiste. Pour ce qui concerne plus particulièrement ses activités dans le domaine de la bande dessinée, eh bien, dans les années 80, de 86 à 89 précisément, il était l'un des 2 animateurs d'une petite revue, je ne sais trop comment la qualifier, d'avant-garde et d'ultra-critique, qui s'appelait Dorénavant. L'autre animateur est également parmi nous, on l'entendra cet après-midi. Assez récemment, en novembre 2013, il s'est occupé d'un dossier sur Matotti que vous pouvez trouver en ligne sur le site duneuf.org. Et il est l'auteur du livre à droite sur l'écran, qui est paru, lui, au mois de décembre, donc c'est très récent, Little Nemo, le rêveur absolu, publié chez une très petite maison d'édition qui s'appelle Ab Irato. C'était au départ un collectif qui est devenu une revue et ensuite une maison d'édition publiant aussi des livres. Voilà. Et puis évidemment, j'ai oublié de mentionner le livre de Thierry Smolderon, Naissance de la bande dessinée, sous-titré de William Hogarth à Winsor McCay. Donc il est évidemment également question de McCay. La première question que je vous pose à tous les deux, si vous avez des éléments de réponse à cette interrogation-là, c'est pourquoi le thème du rêve était-il aussi prépondérant chez Winsor McCay, puisque non content d'avoir créé Little Nemo, il est aussi l'auteur d'une autre série qui s'appelle les Dreams of the Rarebit Fiend. Donc, ça a été traduit par Les cauchemars de l'amateur de fondue. On en voit quelques exemples dans l'exposition nocturne. Et donc, on peut dire qu'à travers ces 2 séries, qui sont les 2 séries les plus amples qu'il ait dessinées, la problématique du rêve, qui leur est commune, apparaît clairement comme centrale dans son imaginaire. Est-ce qu'il y a des éléments de caractère biographique ou autre auxquels on pourrait faire référence qui expliquent son intérêt tout particulier pour le rêve? Thierry? Personnellement, j'ai rien trouvé dans sa biographie qui explique ça. Il faut même rajouter à ce que tu dis, aux Dreams of Rarebit Fiend et Little Nemo, il faut rajouter le Pilgrim's Progress, qui est une parodie ou un pastiche de John Bunyan, qui est aussi un de ces... J'y pensais tout à l'heure en entendant Daniel, qui était aussi un livre écrit en songe, un livre religieux qui est central dans la culture protestante et qui a été écrit en rêve aussi. Or, Mackay l'a utilisé sous une forme burlesque, très curieuse d'ailleurs, très caractéristique de son imaginaire qui a des racines extrêmement profondes. Mackay est vraiment un personnage mystérieux, énigmatique, parce qu'il ne parle pas beaucoup, il a l'air d'être un petit bonhomme pragmatique, un professionnel qui passait son temps à dessiner. On ne voit pas très bien comment il avait le temps de lire ou de s'informer. Et tout ce qu'on sait de lui fait de lui un Américain moyen, n'ayant pas une grande éducation. Et pourtant, dans ces bandes, il y a en permanence une agitation d'une culture profonde qui est plutôt baroque, ou en tout cas une fascination peut-être pas très impliquée, je ne veux
pas dire qu'il était un savant, mais qu'il était manifestement fasciné par ça. Et peut-être que c'est simplement ce rapprochement, cet intérêt culturel, cette fascination pour cette période, qui le met aussi sur ce mode du rêve qui est très très proche des périodes pré-rationalistes de l'histoire de l'art et du livre et de l'illustration. Voilà, ça c'est une hypothèse. Il y a un autre point qu'on retrouve qui peut expliquer ça aussi, c'est qu'un autre trait caractéristique de ces bandes dessinées, c'est qu'elles sont fondées sur énormément fondées et elles tournent énormément autour des processus psychosomatiques. Il y a parmi les personnages, il y a un petit personnage, il fait une série à partir d'un petit personnage qui éternue, le petit Sammy Sneeze. Il fait un personnage qui s'appelle Hungry Henrietta qui a en permanence faim. Le personnage de Little Nemo rêve. Donc on est tout le temps sur des processus qui sont issus, qui sont centrés sur le corps et sur la production du corps. Et la série qui montre le plus cet aspect-là, vraiment la réalité du rêve au sens psychophysiologique, c'est évidemment le Rabbit Finn qui rêve parce qu'il a mangé de la fondue. Donc là, le rapport avec la vie somatique est encore plus appuyé. Sans parler du fait que Little Nemo est aussi quelque chose qui passe son temps, les compositions de ces planches passent leur temps à bousculer les personnages corporellement, à leur faire vivre une espèce de parc d'attraction tournant fou, qui est manifestement une façon d'agiter le corps et de le mettre dans tous ses états. Alors, moi évidemment je connais très mal la biographie de McKay parce que j'ai appréhendé l'œuvre, disons, comme un lecteur d'aujourd'hui. J'ai cherché juste à explorer ma fascination pour Little Nemo. Simplement à ta question, j'ai mes deux hypothèses. Alors une première, certainement limitée, c'est l'appartenance de McKay à la franc-maçonnerie. Le fait que la franc-maçonnerie explore donc un univers symbolique. Alors on n'a pas beaucoup d'informations, je pense, sur la vie maçonnique de McKay, mais c'est quand même un univers particulier, un univers aussi d'initiation. Et on a un petit peu ça quand même dans Little Nemo, on a une progression, on a un peu l'impression aussi de rituel, il y a une dimension assez présente. Alors, sans que ça soit explicitement, je pense qu'il n'y a pas à décoder comme on pourrait décoder la flûte enchantée de Mozart, par exemple. Mais il y a peut-être des liens, donc pour rester sur la question biographique, entre cette fascination pour l'imaginaire, mais un imaginaire qui dit quelque chose, qui est porteur de sens, et puis peut-être l'expérience de la franc-maçonnerie de McKay. La deuxième hypothèse, c'est que, au fond, en tout cas pour Little Nemo, le rêve donne une très grande liberté de création, puisque au fond, c'est un code de récit. Little Nemo, ce n'est pas des récits de rêve à proprement parler. On utilise les codes du rêve pour mettre en place un imaginaire. Et ces codes du rêve permettent justement énormément de liberté. Et comme il y a cette pression de la création sous le mode d'un feuilleton, c'est-à-dire qu'il faut avoir une idée par semaine, le rêve permet cette totale liberté du créateur. Alors, Little Nemo, c'est 1905. Donc, ça en fait un contemporain de Freud et de sa Traumdeutung, l'interprétation des rêves, qui est évidemment une date extrêmement importante. Est-ce qu'on peut dire que l'œuvre de McKay est pré-freudienne ou post-freudienne ? Comment est-ce que vous l'articuleriez par rapport à la psychanalyse ? Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle est, évidemment, au niveau des dates, elle est contemporaine. Simplement, elle est probablement
pré-freudienne dans un certain sens. Alors, dans mon texte, je fais un petit parallèle avec ce que disait Roland Barthes de Voltaire, qu'il était le dernier des écrivains heureux, parce que justement, il n'avait pas encore la prise de conscience des rapports de classe et donc de la vision de la société comme donc une lutte entre classes. Je dirais il y a chez Mackay un peu cette exploration du rêve sans la connaissance de la psychanalyse. Donc il se permet, je pense, presque une naïveté, mais une naïveté qui est réjouissante, parce que justement, elle lui permet certainement une grande liberté. Après, je ne veux pas du tout dire que la psychanalyse est quelque chose qui va verrouiller l'exploration du rêve, mais on va forcément avoir un regard différent sur le rêve. Donc c'est de ce point de vue-là, je dirais que il est le dernier des pré-freudiens. Maintenant, je pense que Freud aurait été absolument fasciné par l'œuvre de Mackay, parce qu'il y a des choses qui sont... dans l'interprétation des rêves de Freud, il y a deux idées principales qui sont la condensation et le déplacement. Ça marche très bien pour Mackay, enfin pour Little Nemo, c'est-à-dire qu'il y a effectivement à la fois une économie, le rêve, c'est donc, il y a une logique d'économie, puisqu'il faut signifier finalement en peu de temps, et dans Little Nemo, c'est ça qui est fascinant, c'est cette condensation, parce qu'il devait produire une idée par planche, quoi. Donc et je trouve que c'est aussi une des grandes forces de l'œuvre, c'est cette condensation du sens, des significations qui donne une densité incroyable à l'œuvre. Et puis, il y a évidemment la métaphore, c'est-à-dire qu'on avance quand même masqué dans Little Nemo. Le récit en soi, l'histoire est presque sans intérêt. D'ailleurs, ça commence comme un conte de fées avec une quête. Donc, on a presque les codes du conte au départ, une situation de manque, une quête qui normalement doit déboucher sur une épreuve glorifiante qui va... Et plus on avance, plus les codes du conte se diluent, on est dans un récit complètement différent. Et de ce point de vue-là, c'est bien l'idée que l'essentiel est ailleurs, et on est dans un processus justement de métaphore, dans le sens où le sens est à décoder, quoi. Thierry, ta réponse par rapport à la même question, Freud, moi je oui. ne suis pas du tout qualifié pour vous répondre sur cette question-là. Et puis surtout, c'est une lecture qui serait, comment dirais-je, non historique de Mackay. Je pense qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Je pense à il y a eu plein de textes là-dessus, et celui de Balthazar est le dernier dans la série. Qui font ça très, très bien. Moi, je m'intéresse plus à la construction de cet univers de Little Nemo et à ses sources et à ce mystère qui m'a toujours... Enfin, Little Nemo, c'est fascinant. Hein. C'est dans l'histoire de la bande dessinée, c'est un moment vraiment fascinant parce qu'on a l'impression qu'au début d'une forme qui s'appelle le comic strip en anglais, qui est la forme moderne de la bande dessinée avec tous les éléments qu'on connaît, la bulle, une séquence rapide, un modèle cinématographique. On a l'impression que tout d'un coup, alors que cette forme précise existe à peine, que tout d'un coup, il y a un génie qui fait tout exploser, qui en explore les possibilités extrêmes. Donc moi, ça, c'est une fascination que j'ai toujours eue, et j'ai toujours essayé de comprendre. Il y a l'autre aspect dans Little Nemo, c'est tout cet imaginaire. D'où vient cet ensemble de choses qui mélangent le monde moderne. Là, on a un exemple avec ce lit qui se déplace au milieu de New York, mais on se balade aussi dans des palais baroques. On a des figures qui remontent à l'Antiquité avec un roi du sommeil qui est un roi soleil. Il y a des chevaliers de l'aube, des figures qui font penser plus aux allégories, aux grandes allégories qu'au monde moderne. Et il y a un micmac, un syncrétisme incroyable dans cette histoire-là. Et donc, sans passer par le biais de se dire que ce sont des rêves et comment on les interprétait,
Moi, j'essaie plutôt de comprendre d'où vient où il est allé chercher ces éléments et pourquoi il les a choisis à ce moment-là dans l'histoire de la bande dessinée. Mais c'est peut-être un peu trop tôt pour engager sur cette. Non, mais est-ce que je peux aussi poser des questions? Bien sûr. Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer l'œuvre de Mackay comme une sorte de photographie, bon, enfin, le terme est peut-être pas très adapté, mais photographie de l'imaginaire de cette nation américaine en construction? Est-ce qu'il n'y a pas ce syncrétisme, justement, ce syncrétisme des différences imaginaires liées à l'immigration? C'est-à-dire, on a une influence nordique, on a une influence méditerranéenne, on a des mythologies plutôt européennes dans l'ensemble, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas dans l'œuvre de Mackay une sorte de creuset qui serait un peu à l'image de ce creuset des États-Unis à l'époque? Alors, à mon sens, ça c'est effectivement, c'est une des sources de Mackay qui rejoint ce que tu dis là. Là, si on peut aller un peu plus loin dans les images, attends, je peux peut-être avancer encore plus loin. Voilà. Une des grandes sources d'inspiration de Mackay pour son univers de Little Nemo, c'est l'exposition universelle de Chicago en 1892-93, dont l'architecture était une espèce d'architecture basée sur la Rome baroque, mais mélangée avec des figures avec des canaux vénitiens. Et on la voit très bien dans Jimmy Corrigan de Chris Ware. Voilà, Chris Ware on la revisite aussi. Et donc, il y a une source européenne. En même temps, cette exposition de Chicago était un modèle américain. Et je pense que c'est vraiment un des modèles fondamentaux pour l'imaginaire cette partie-là de l'imaginaire, en tout cas de Mackay. C'est l'idée qu'on a pu construire une cité qui rivalise avec les plus belles cités européennes en quelques mois, avec des entrepreneurs extrêmement motivés qui ont tout fait en stuc, c'est-à-dire une espèce de plâtre blanc qui n'a tenu que pendant 2 ans avant de s'écrouler. Mais je pense que ça, c'était le modèle de Mackay. On peut avancer d'une image. Voilà le genre d'impression lumineuse qu'on avait dans cette exposition, encore un petit peu. Où on reconnaît vraiment l'ambiance des palais de Little Nemo. C'est tout à fait ça son modèle. D'ailleurs, il y a la porte du palais des rêves. Elle est basée sur une des grandes portes de ce palais du palais de Chicago. Et puis, il y avait aussi, dans cette exposition de Chicago, qui était présenté à l'époque comme le modèle de cette cité blanche que présentait Chicago. C'était aussi la cité blanche des pionniers, dans cette espèce de rêve des puritains qui pensaient aller établir une cité de Dieu de l'autre côté de l'océan. Et là encore, on retrouve le même élan mystique à la John Bunyan du Pilgrim's Progress. On est toujours dans cette même philosophie. Mais au milieu de cette cité, très institutionnelle et commerciale, fabriquée par des businessmen, on a été obligé, pour être sûr que le public vienne, d'installer un parc d'attractions, qui est le modèle même des parcs d'attractions qui vont suivre. Donc il y a un mélange là. Et dans ces parcs d'attractions, on a des masques, on a des costumes de toutes les périodes, on a un mélange de styles entre la Ferris wheel, la grande roue, qui est la première grande roue qui a été construite, était donc une des attractions principales, mais au milieu de tout ça, on a des faux villages indiens, des des quartiers chinois, un mélange, un micmac incroyable qu'on retrouve aussi qu'on retrouve aussi bien dans Little Nemo et qu'on retrouve évidemment au parc d'attractions de Coney Island, qui est directement lié historiquement à cette exposition de Chicago, où et Mackay habitait à un jet de pierre de Coney Island et entendait un peu comme dans Pinocchio les bruits de fêtes de Coney Island en permanence quand il était chez lui. Et donc ça, c'est vraiment une des influences. Et un des points clés de cette influence, c'est un idéal de beauté à l'européenne quand même. Avec, et cette tension qu'il y a entre le parc d'attractions
qui correspond à la première partie de la vie de McKay, qui lui a travaillé dans des cirques et dans des dime museums, avec des monstres et avec des femmes à barbe et tout cet aspect-là, mais qui voyait probablement dans la grande exposition de Chicago ce qu'il visait, ce qu'il pouvait ambitionner de plus en tant que créateur visuel. Je ne vais pas me trop m'étendre. Pour aller dans votre sens de reflet du rêve américain, il y a une planche de Little Nemo où on voit toutes les nations qui défilent devant le roi Morphée avec leurs drapeaux respectifs. Hein. Oui, donc ce côté syncrétisme de toutes les immigrations successives. C'est typique des grandes expositions internationales qui sont quand même des grands moments aussi pour la caricature et la bande dessinée. Pendant tout le 19e siècle, chaque fois qu'il y a une grande exposition quelque part, on voit dans les journaux naître des formes de bande dessinée ou de caricature qui marquent vraiment un imaginaire. La famille Fenouillard a été créée à l'occasion de l'exposition de 1889. On voit en 1851 plein de bandes dessinées qui naissent dans les journaux autour de l'exposition du Crystal Palace. Autour de celle-là, on sent bien que ça marque l'imaginaire de quelqu'un comme McKay. Et on trouve plein de bandes dessinées pour ne rien dire du style Atome né de l'exposition de Bruxelles de 1958. Oui, sans jouer l'historien, je crois qu'il y a l'œuvre de Nemo est un peu encadré par deux dates, je trouve. C'est 1890 et la déclaration de la fin de la frontière, c'est-à-dire les États-Unis considèrent que ça y est, ils ont arrêté leur exploration spatiale, et donc les frontières du pays sont définies. Et puis 1915, je crois, le film La naissance d'une nation de Griffith. Il y a cette dimension-là, je trouve, dans Little Nemo. Heureusement, elle n'est pas si importante que cela, parce que ça le rendrait peut-être moins intéressant. Mais il y a quand même, par exemple, tout le voyage en dirigeable, enfin, de Nemo. Il y a l'idée un peu presque d'une cartographie du territoire. Là, il y a une dimension presque nationaliste de l'œuvre, qui d'ailleurs ne sont pas forcément les planches les plus intéressantes pour nous. Et puis sinon, pour rebondir à ce que tu disais sur l'exposition universelle, il y a ces planches où ils sont dans le désert et on voit des personnes apparaître et construire un palais en une planche, puis ensuite le démonter. Je crois que c'est vraiment la métaphore de la foire. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est cette dimension éphémère, c'est-à-dire qu'il y a une fragilité aussi de la construction. Tout peut disparaître. D'ailleurs, le royaume disparaît, c'est Flip qui fout tout par terre, quoi. Donc, par définition, tout disparaît dès l'instant où Nemo se réveille. Oui, c'est vrai, il y a cette dimension de toute façon fragile du fait du rêve. Mais il y a en plus une sorte de fragilité et de légèreté, alors que personnellement je rattache un peu au monde du théâtre, c'est-à-dire qu'il y a dans l'œuvre dans Little Nemo en tout cas cette idée de l'illusion. Tout est illusion un petit peu, hein, parce que tu parlais de baroquisme. Il y a un peu cette idée que tout est illusion, et il le rappelle souvent. Enfin bon, cette planche où il veut entraîner la petite fille, et puis c'est une petite fille en carton-pâte. Voilà, il y a tout un travail sur l'illusion qui est vraiment fascinant. Mais je crois que chez lui, cette illusion a une valeur positive, dans le sens où c'est un dessinateur illusionniste qui maîtrise parfaitement les règles de la perspective, et qui d'ailleurs dans ses premiers films d'animation ont réussi à donner des sensations visuelles qui sont pas loin de celles des premiers films utilisant l'ordinateur et la 3D d'ordinateur. Hein. On a des sentiments la perspective est tellement parfaite qu'il parvient à une illusion parfaite. Et là où ça prend une valeur positive, c'est justement par le biais de l'exposition de 92 et la séquence dont tu parlais, où on voit où le monde de Nemo a été détruit, et puis tout d'un coup on voit des géants arriver, placer des palais à grands coups voilà, ils les déposent, ils les jettent presque par terre pour créer en 2 temps 3 mouvements une ville. À mon avis, c'est une allégorie où ça reprend cette idée de la construction éclair de la ville de Chicago, qui pour les Américains est une preuve de savoir-faire, a été une preuve de savoir-faire et de rapidité d'exécution et d'élan.
Dans Tintin, la ville est construite en une nuit, hein, quand Tintin en Amérique. Oui, oui, voilà. Et ça fait partie vraiment de la, comment dirais-je, c'est investi de quelque chose de très positif pour lui. Mais après, par contre, la capacité de l'illusion à se désagréger rapidement et à laisser place à la déception est comme le pendant obligatoire des deux choses. Et d'ailleurs, les États-Unis vivent des crises, des up and downs économiques qui le montrent bien. Dans les années 80-90, il y a eu une énorme crise économique pendant laquelle justement Mackay devait travailler dans ce domaine forain. Je pense qu'il n'a pas oublié non plus le fait que ça monte et que ça descende et que l'économie aille très vite. La vitesse est de toute façon au cœur même de la civilisation américaine autour de 1900. Hein. C'est vraiment un des éléments vertigineux et fascinant, quoi, à la fois positif et négatif. Alors, dans quelle mesure est-ce que le Slumberland de Mackay est redevable au Wonderland de Lewis Carroll? Est-ce que cette filiation est importante à vos yeux? Filiation double d'ailleurs, puisque c'est à la fois inscrire Little Nemo dans l'héritage d'une littérature enfantine anglo-saxonne de la fin du 19e, où enfin, il n'y a pas seulement Lewis Carroll, il y a aussi le magicien d'Oz, il y a Peter Pan, etc. Donc tous ces enfants qui voyagent dans des pays parallèles merveilleux. Et par ailleurs, à travers Carroll, une filiation avec l'esprit l'école du nonsense. Qu'est-ce qui est prépondérant à vos yeux? Alors, personnellement, je pense que le rapport avec Lewis Carroll et Alice Wonderland, s'il était important pour Mackay, alors il a tout fait pour l'effacer, parce qu'on ne le voit pas. Il n'y a pas alors qu'il fait des allusions à des centaines ou des milliers d'éléments culturels dans ses affaires. Moi, je n'ai jamais vu d'allusion quelconque à Alice au Pays des Merveilles. Il ne pouvait pas ne pas connaître Alice au Pays des Merveilles. Il ne pouvait pas ne pas le connaître. Donc, on peut considérer que c'est important dans le sens où il le refoule, il le rejette. Par contre, ce qui est beaucoup moins connu et qui me semble, moi, de plus en plus flagrant au fur et à mesure que j'étudie le matériel anglais de la deuxième moitié du siècle, c'est que là encore, il y a eu une influence européenne sur Mackay, ou en tout cas, Mackay est allé chercher une influence européenne qui me semble majeure. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est une planche que j'ai prêtée pour l'exposition. C'est celle-là, tu l'as montrée dans l'exposition. Oui. Est-ce que vous la voyez clairement? Il faut peut-être l'agrandir. Ouais. Alors, c'est une image publiée par le Illustrated London News autour de 1860. Alors, des images comme ça, c'est un rêve de Shantifancia, c'est-à-dire c'est le rêve d'une pantomime de Noël. Et c'est ça le modèle théâtral. Tu parles beaucoup dans ton livre de modèle théâtral et je trouve ça très juste. Et en fait, le vrai modèle théâtral pour Mackay, c'est je pense, c'est la pantomime de Noël pantomime anglaise. Féerique. Pardon? La pantomime féerique. La pantomime féerique, qui n'existe pas aux États-Unis, mais que les Américains connaissent par le biais de ces grands journaux illustrés que sont le Illustrated London News, le Graphic, le Illustrated Times, qui sont des journaux anglais vendus dans le monde entier et à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires aux États-Unis. Et tous les ans, à l'époque de Noël, les théâtres anglais sont totalement occupés par des pantomimes féeriques, qui sont une tradition qui date du début du XVIIIe siècle, où le genre de la pantomime féerique, la première étant celle tournant autour de l'histoire de Dr Faust, a complètement bouleversé le paysage du théâtre anglais au début du XVIIIe siècle. Au début, c'était un genre très radical et qui était très en opposition avec la culture, et puis dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il a fini par s'intégrer, s'institutionnaliser complètement dans la vie culturelle anglaise, jusqu'à devenir le modèle même du divertissement. On entre dans une civilisation du divertissement, et s'il y a quelque chose qui représente vraiment le divertissement pour les Anglais, c'est la période de Noël et les pantomimes,
qui sont donc basés en général sur des contes de fées et qui présentent des personnages de princesses, des personnages de rois, des transformations, des monstres. On peut aller, là, dans le cas d'espèce, Chansifancia, c'est aussi un pays imaginaire, comme le Slumberland. Voilà. Là, voilà une bande dessinée du même Crowkill, faite dans les années 1840, qui présente une pantomime. Crowkill était très impliqué dans le monde de la pantomime, il adorait ça, il faisait des décors, des choses comme ça, c'était un grand illustrateur anglais. Et il a fait cette bande dessinée typiquement topférienne, qui a cette caractéristique de jouer avec le langage de la pantomime, et de se servir du modèle topférien pour explorer la façon dont la pantomime est totalement en rupture avec la logique normale des choses. Parce que dans la pantomime féerique, on passe du niveau des dieux au niveau des humains, les personnages se transforment, tout d'un coup la même histoire qu'on voyait se dérouler sur le mode presque réaliste devient une histoire jouée, la même histoire est jouée tout d'un coup par Harlequin, Colombine, sans transition. Donc il y a tout cet aspect de transformation, de folie, et je pense que s'il y a un modèle pour Maquet, c'est celui-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on parle parfois de comédie musicale pour parler, je ne sais pas dans ton texte où je lisais qu'on parlait du fait que en 1908, on a tiré un grand spectacle aux États-Unis des aventures de Little Nemo, et en réalité c'est probablement la première grande pantomime féerique américaine, et qui, pour un Anglais, devait ressembler exactement à ce qu'il vivait quand il voyait une pantomime de Noël à Londres pendant tout le siècle. Et tous les journaux anglais, pendant 50 ans, pendant la période de Noël, présentent des grandes images montrant des pantomimes, et c'est totalement lié au monde du rêve. Ici, on a le rêve d'un enfant qui rêve de la pantomime de Noël, et on voit le petit et comment il aperçoit et ce qu'il rêve de voir, avec ses professeurs qui sont mis à mal par les différents personnages, etc. Donc c'est quelque chose qui est lié au monde du rêve, avec le même genre d'ailleurs de posture qu'on retrouve chez Little Nemo, le salut de la princesse, le salut de Nemo, toutes ces choses-là, on les retrouve dans ces figures-là. Alors pour répondre à ta question, je crois que Thierry a très bien répondu sur l'effacement éventuel de l'influence, mais c'est une hypothèse. En tout cas, je trouve qu'il y a peut-être pas une influence, mais au moins un écho ou une ressemblance. C'est dans le fait que Lewis Carroll travaille sur le langage. Non seulement il met en place un univers, mais l'intérêt d'Alice au Pays des Merveilles, c'est toute cette interrogation sur le langage, tout ce travail sur le langage. Et Mackay, lui, travaille sur son nouveau médium, qui est la bande dessinée. Par exemple, cette planche extraordinaire où les personnages deviennent des dessins d'enfants, c'est quand même une expérience incroyable de malmener, mais de façon humoristique, mais en même temps très angoissante, je trouve, son support lui-même, quoi. Et c'est là où je verrais une sorte d'écho entre une ressemblance entre les deux auteurs, c'est dans ce travail sur son support créatif. Voilà, c'est cette page-là. Voilà, alors, que je trouve absolument fascinante. D'ailleurs, dans le livre que tu avais dirigé sur Little Nemo, il y a un texte de Peter Greenaway où il parle effectivement de cette planche qui est que je trouve tout à fait fascinante, parce que c'est quand même un auteur qui qui à la fois explore et met en place la bande dessinée moderne, et puis tout de suite qui la détruit, quoi, qui ose la basculer et aller la bousculer et l'amener à des limites. C'est pas la seule planche dans laquelle il y a cette dimension réflexive ou métanarrative. Mackay aime jouer avec les codes de la bande dessinée. Il le fait pas que dans Little Nemo. Hein. Dans les cauchemars de l'amateur de fondue, il y a le personnage qui tout à coup est constellé de taches d'encre. Il y a les moments où Mackay se représente lui-même à sa table à dessin en panne d'inspiration. Dans Little Sammy Sneeze, son éternuement fait éclater la case, et ainsi de suite. Et ça, c'est effectivement un des aspects par lesquels il nous apparaît particulièrement
particulièrement moderne. Oui, et en même temps, c'est un des aspects par lequel il se relie complètement à l'origine romantique de la bande dessinée, avec la figure de la métalepse qu'on retrouve chez Cham, chez Doré, et qui vient de Stern. Et donc là, il y a une liaison historique, un chemin historique sur cette question de la métalepse. C'est-à-dire, la métalepse, c'est quoi? C'est une figure de rhétorique par lequel l'auteur se fait passer pour le créateur du monde qu'il est en fait qu'en train de décrire. Ça, c'est la définition même de cette figure de la métalepse. Et c'est quelque chose qui traverse, qui est transporté par la culture du dessin humoristique pendant tout le 19e siècle. Et quand il applique ça à la bande dessinée, Maquet ne fait que continuer une grande tradition par laquelle il nous paraît extraordinairement moderne, comme nous paraît toujours extraordinairement moderne toutes ces figures et toutes ces manières comme ce que fait Laurence Stern, par exemple. Laurence Stern nous parlait extraordinairement moderne encore aujourd'hui, simplement parce qu'il est à la source de notre modernité et que c'est la définition même de la modernité, elle est toujours ancrée dans cette œuvre quand même relativement ancienne. Moi, ce qui m'intéresse dans cette planche, et si je peux me permettre de rebondir, c'est dommage qu'on n'ait pas l'autre, mais j'ai pas réussi à la trouver, celle où on voit construire le monde par les grands géants. Parce que réellement, ces planches-là sont liées, elles sont dans une séquence, elles sont à 3 ou 4 planches de distance. Et on voit ici Flip qui par son influence, est en train de redessiner la planche de Nemo, le rêve de Nemo, jusqu'à transformer Nemo en un horrible grabouillis d'enfant. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans les codes du dessin humoristique depuis l'âge romantique, pas avant, mais depuis l'âge romantique, la figure du graffiti, du dessin d'enfant, a une valeur très positive en général. Quand Oberländer l'utilise, quand Doré l'utilise, bon, c'est plus ambigu chez Doré, mais peut-être qu'il a la même tension que Maquet. En général, les dessinateurs humoristiques considèrent plutôt comme positif, après la période romantique, l'utilisation du figure, soit du graffiti, soit du dessin d'enfant. Or ici, Maquet la critique vraiment avec une violence très forte. Il est en train de dire que Flip est en train de détruire ce monde. Et par ailleurs, dans quelques pages plus tard, quand il veut reconstruire le monde que Flip a contribué à détruire avec cette page, il fait appel à ces grands géants qui viennent ramener de la beauté. Pour moi, c'est une des tensions principales dans l'œuvre de Little Nemo, constitutive de cette œuvre, de ce segment en particulier de l'œuvre de Maquet, qui est Little Nemo. C'est l'introduction de la notion de beauté. Oui, parce qu'à l'époque, la bande dessinée s'appelait comics ou funnies, donc elle était censée être vouée à l'humour, au grotesque, au comique, et on peut dire que c'est avec Maquet et dans une moindre mesure Feininger que le genre du merveilleux prend pied dans le monde de la bande dessinée, mais aussi que pour la première fois, les dessinateurs sont confrontés à la question de la beauté. Voilà, et c'est la première fois. Disons que depuis Hogarth, pratiquement, Hogarth avait... au XVIIIe siècle, avait comme discours la beauté, mais la beauté était le contrepoint invisible de son travail de caricaturiste, Hogarth. Et ça a toujours été le cas dans toutes ces traditions qui suivent Hogarth. On ne voit jamais de dessinateur mêler la beauté et la caricature, ou en tout cas donner une image positive de la beauté. En général, on se moque par exemple, Rolandson peut se moquer du modèle de la beauté néoclassique, ou Thomas peut se moquer du modèle romantique de la beauté, ou Doré peut se moquer des peintures qui font qui émerveillent les spectateurs de salons de peinture, etc. Donc on critique toujours le modèle de la beauté, un certain modèle de la beauté dans les caricatures, mais on ne parle jamais de son modèle de la beauté à soi. Du caricature. Le caricaturiste garde souvent bien secret cette chose-là. Or là, Maquet, si tu peux revenir à mes premières images, excuse-moi, Maquet est le premier dessinateur dans cette veine-là,
à réintroduire des images qui sont avec des sinuosités, avec voilà, des images comme celle-là qui font introduire. Bon, j'y fais référence en rapport avec la ligne de beauté de Hogarth, qui est une ligne d'une spirale, une sinuosité, etc. Chez Maquet, il y a vraiment la volonté, l'image suivante aussi, de rentrer dans l'architecture, dans cette beauté qui est celle de la Rome baroque, de l'exposition de Chicago. Et donc cette tension-là entre la destruction de la beauté par un personnage burlesque qui est Flip, qui fume son cigare et qui a des allures de clown et de mauvais garçon et qui est tout le temps en train de casser ce rêve, et par rapport à un univers et un décor qui, lui, est basé réellement sur des canons de la beauté auxquels Maquet lui-même croit. C'est ça qui le différencie de tous ses confrères caricaturistes. Ça, c'est vraiment une des équations centrales de son travail. Balthazar? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai une autre lecture, mais qui est pas du tout, qui est complémentaire. C'est qu'effectivement, cette tension autour de la beauté, et tension entre beauté et destruction, moi, je la lis plutôt comme une tension entre l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'il y a il s'agit bien d'un land, d'un espace à construire, à explorer, à mettre en place. Et il y a peut-être, alors je vais peut-être trop loin, mais la tentation picturale derrière, la beauté qui passerait par la peinture, qui passerait par le tableau, qui passerait par l'architecture, donc quelque chose qui élimine le temps, a priori. Mais justement, c'est de la bande dessinée. Et c'est donc aussi un récit. Et donc, le temps est en quelque sorte évacué. Enfin, il y a une tentation pour évacuer le temps. Et le temps revient. Alors, il revient, à mon avis, au moins sous deux aspects. Le personnage de Flip, qui est toujours un personnage de rupture et qui vient relancer le récit. C'est pour ça que je pense que Flip est un allié de l'auteur, incroyable, parce que c'est lui qui permet à chaque fois de relancer le récit. C'est pas Nemo, en fait, c'est Flip. Et puis, l'autre retour du temps, c'est la métamorphose, c'est-à-dire ce processus, cette énergie qui s'attaque au décor, qui s'attaque au corps, qui s'attaque aux objets, par exemple dans la planche de l'hélicon, où l'hélicon se met à grandir, à envahir tout l'espace. Donc il y a une sorte de revanche de cette dimension du temps évolutive à l'intérieur de l'espace, à l'intérieur des choses. Et dans la planche sur les dessins d'enfants, je la lis aussi comme une revanche du temps qui vient détruire le support lui-même. C'est-à-dire, vous voulez de la beauté, eh bien, je vais détruire le support lui-même qui permet la beauté. Il y a toujours ce processus évolutif. Alors évidemment, chez Maquet, je trouve qu'il ne faut jamais oublier la dimension humoristique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'ironie quelque part, évidemment, dans les processus qui sont en œuvre. Mais c'est là. Hein, on est toujours entre, je trouve, l'ironie et l'angoisse en même temps, chez Maquet. Je suis frappé par le fait que vous faites régulièrement référence au personnage d'Impy. Et que personne ne dit jamais rien de Flip, et que personne ne dit jamais rien d'Impy, le petit sauvageon qui les accompagne partout, qui reste muet, et dont on se demande quelle fonction il peut bien avoir dans l'économie de toute cette aventure. Oui, en fait, il y a toute une série de personnages qui, je pense une hypothèse un peu peut-être plate, hein, j'en sais rien, mais c'est que, je me mets un peu à la place de Maquet en tant que créateur qui doit produire une planche par semaine. Je pense qu'au bout d'un moment, il a peut-être épuisé un peu son personnage de Flip et il lui faut un nouvel allié. Et donc il y a le personnage du petit sauvageon, puis après il va y avoir le personnage du prof. Il va y avoir des personnages comme ça qui viennent à chaque fois. Le docteur Peel. Le docteur Peel, par exemple, des différents personnages qui viennent comme un peu des alliés ou des alliés dans l'œuvre de l'auteur pour relancer le récit, créer des ruptures. Et puis alors, il y a un aspect dont on n'a pas du tout parlé, parce que c'est le personnage de Nemo. C'est un personnage qui est vide, et pour ça, il y a un parallèle intéressant à faire avec Tintin. Ce sont des personnages dont la caractéristique est qu'ils n'ont aucune caractéristique. Et quand le personnage de Nemo commence à avoir une certaine densité
par exemple dans les planches dites sociales, où il a une dimension un peu christique, voilà, il perd complètement de son intérêt. C'est-à-dire que quand il commence à avoir une petite densité, il devient presque vide. Voilà. Alors que donc il faut des personnages un peu comme dans Tintin, où il faut des personnages autour de Tintin pour animer l'univers, etc. Le personnage de Nemo est un personnage relativement, peut-être un petit peu plus intéressant que Tintin, mais ce sont les personnages autour qui vont créer le récit, Oui, mais Impie ne crée rien, justement. Et c'est une présence qui est relativement inerte dans le récit et qui préexistait à Nemo, puisqu'en fait, les Jungle Imps étaient les personnages qui animaient une série précédente de McKay, ses débuts comme dessinateur de presse, et qui étaient inspirés des Just So Stories de Kipling. Donc pourquoi avoir repris ce personnage ici? Est-ce que tu as une hypothèse? Non, mais ça fait partie de espèce d'intertextualité entre ces différents segments de son œuvre. Dr Peel aussi apparaissait dans d'autres histoires. Là aussi, le modèle de la pantomime féerique est très, très, très puissant, parce que on faisait des pantomimes sur Robinson Crusoe, on mélangeait ça avec des fées. Enfin, il y avait chaque fois le monde de la pantomime permettait des croisements d'histoires, et puis de toute façon, elle se croisait même dans les images que publiaient les journaux. On pouvait presque se faire une bande dessinée avec les scènes que présentaient les journaux anglais de ce qui se passait dans les différents théâtres. On a presque une histoire qui se dessine, qui crée des liens. Donc je pense que ça, c'est un petit peu l'esprit dans lequel Mackay faisait ça, de faire intervenir des personnages, sauter des personnages d'une série à l'autre. Ça faisait partie de cette espèce de jeu qu'il avait d'aller, de collage et de mosaïque d'univers qu'il s'amusait à mettre en place, pour lequel le modèle est peut-être justement le parc d'attractions ou ce genre de choses. Mais je voulais peut-être revenir à cette question du temps, parce que quand je pose l'idée de beauté et la destruction de la beauté, en réalité, ce qui est le contraire de la beauté pour Mackay, c'est effectivement, je pense, un certain type de temporalité. Là, on peut peut-être revenir à mes premières images de la série. Parce que la série que Mackay a fait juste avant Nemo, et qui pour moi est une énigme aussi, le rapport entre cette série, le Little Sammy Sneeze, dont vous voyez ici une page, est le contraire même de Little Nemo, en tout point. C'est une histoire qui est basée sur une grille régulière, alors que Little Nemo, justement, est une efflorescence de structure de composition. On est dans un monde le plus prosaïque qu'on puisse imaginer. Là, on vend des pop-corn. Le coup suivant, c'est le goûter des petites filles. Enfin, ne va pas trop loin, parce que je ne veux pas déflorer. De toute façon, on les a déjà vus, mais enfin, tant pis. Et puis surtout, c'est un personnage qui ne bouge pas. Le personnage du petit Sammy, c'est ce petit bonhomme en rose là, qui est assis sur sa chaise et qui systématiquement, dans chacune de ces planches, va suivre la même séquence d'un éternuement, qui est les phases d'un éternuement qui explose systématiquement à la 5e case et qui provoque un désastre et la fin du petit morceau de vie auquel on assistait à ce moment-là. Et en fait, cette bande dessinée-là, si on essaie de la comprendre du point de vue de Mackay, et surtout en relation avec l'histoire de Little Nemo qui vient juste après et qui est totalement son contraire, pour moi, c'est d'une part, c'est une critique et une caricature du modèle cinématographique qui naît à l'époque. À la même époque, quelques années plus tôt, 5-6 ans plus tôt, on a publié dans le Harper's Weekly, les collaborateurs de l'édition ont publié une planche montrant les phases d'un éternuement en 81 images. Et je pense que c'est assez évident que Mackay ici se moque de ce type de représentation du monde par le biais de la cinématographie. Le fait qu'il répète systématiquement la même image et que vous remarquez aussi que le fond de l'image est toujours le même, donc on est vraiment dans une vision typiquement presque quasi chronophotographique proche de Muybridge.
Et que le petit personnage ici, il se trouve confronté à un moment de vie tout simple. Les dialogues qui sont à l'arrière-plan, là, pendant qu'il est en train d'éternuer, les gens dialoguent de façon tout à fait normale, il ne se passe strictement rien. On a un petit fragment de vie pris dans la vie de tous les jours. Et à la 5e image, son éternuement détruit ce moment de vie et intervient comme une coupure, comme une cassure. Alors, non seulement il se réfère au cinéma et au modèle de l'enregistrement cinématographique, c'est-à-dire mécanique, avec répétitif, ne faisant plus intervenir la main humaine, mais en plus il se réfère aussi, à travers cette grille-là, au prototype même du gag qui était publié à l'époque dans les journaux américains, qui est le gag basé sur une plaisanterie, je perds mes mots, un gamin qui fait par exemple un piège à suie ou qui met un seau d'eau sur une porte et qui prépare ou qui fabrique un mécanisme quelconque pour faire une blague à quelqu'un. Et à la 5e image, le piège à suie explose et remplit le visage de la victime de noir, où le pétard explose. Et quelque part, la farce, quoi. Ouais, voilà la farce, mischief en anglais, mais j'arrive pas à trouver le mot. En français, c'est pas grave. Et donc, si vous voulez, le scénario, le script là que fait Mackay là-dessus, c'est une négation de la temporalité même du cinéma et d'un certain type de gag qui était partagé entre le cinéma des débuts et la bande dessinée des débuts de cette période-là, dans lequel on avait un déroulement mécanique, une espèce de réaction en chaîne purement mécanique qui obtenait toujours le même résultat purement destructeur. Et je pense que Flip est équivalent à la figure de Little Sammy Sneeze dans Le Monde de Nemo, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, ce programme destructeur, mécanique destructrice, vient attaquer non pas le monde de tous les jours, mais la beauté, c'est-à-dire le palais, les merveilleuses scènes composites. Et donc là, je pense que c'est une des tensions qu'on retrouve dans l'univers de Mackay, c'est celle-là, c'est-à-dire la négation du modèle cinématographique et du modèle du gag mécanique de ses confrères, au profit d'un monde qui intègre cet aspect burlesque et catastrophique, parce qu'il doit bien effectivement, comme tu le dis, fonctionner sous le mode du feuilleton, mais qui en même temps en profite pour présenter des nouvelles images, des nouvelles versions de la beauté en permanence. Donc c'est cette espèce d'économie qui se présente là. Non, alors le temps passe très très vite, donc il faut faire court maintenant. Je voudrais revenir au thème du rêve à proprement parler, puisque c'est quand même ce qui nous réunit aujourd'hui. On a vu à travers les communications de ce matin que le rêve était à toutes les époques indissociable de son interprétation. Est-ce que, du coup, les rêves de Mackay sont des rêves où il y a matière à interprétation, ou est-ce que ce sont des rêves qui sont pur jeu de forme, de surface et de jeu graphique? Je pense à quelques instances par rapport auxquelles, effectivement, on peut peut-être se dire qu'il y a des choses à interpréter dans Little Nemo. Le Slumberland, par exemple, c'est pas simplement un pays imaginaire. Le pays des songes, c'est aussi un lieu de pouvoir, puisqu'il y a un roi, il y a un palais, il y a des gardes, il y a une armée, on suppose. Donc le rapport de l'enfant au pouvoir, le rapport du petit garçon au féminin, parce que la princesse, bon, certes, est censée l'appeler pour l'avoir choisi comme compagnon de jeu, mais enfin, ça va au-delà. Ils échangent un baiser proprement hollywoodien, et j'avais montré dans mon texte, dans le livre auquel tu faisais référence chez Milan, qu'en fait, Little Nemo était truffé d'allusions sexuelles que certainement les enfants ne pouvaient pas lire, mais que quand on veut bien faire cette lecture-là, on trouve un peu partout. Donc est-ce qu'il y a du sous-texte dans Little Nemo? Est-ce qu'il y a matière à interprétation? Voilà. Oui, bien sûr, je pense c'est même, je crois, tout l'intérêt aussi de Little Nemo. L'image est porteuse de sens, ça c'est sûr, comme dans le rêve. Simplement, pour
je vais jouer au pédant avec la référence lacanienne, mais la différence entre le symbolique et l'imaginaire, on est dans l'imaginaire, mais l'imaginaire, évidemment, va nous rattacher par le rêve au symbolique. Donc, oui, alors il y a la dimension... si on prend l'interprétation de Freud, donc que le rêve est toujours l'expression d'un désir, ça peut donner des choses intéressantes dans Little Nemo. Par exemple, sur la question des métamorphoses. Bon, tout à l'heure, je reliais les métamorphoses à la question du temps, mais il y a aussi quelque chose qui est lié à la culpabilité, je trouve. C'est-à-dire que c'est souvent dans l'expression d'un désir, par exemple, quand il mange des glaces. Alors, le processus qui se met en place est souvent, au lieu de sanctionner le désir, on va le pousser à son extrême. Donc, il y a une sorte de culpabilité à manger des glaces. Alors, au lieu que la glace s'arrête, tout le personnage va devenir glacé, quoi. Et puis, il va se mettre à fondre sur une chaise. Et voilà. Et le personnage veut du vent pour son cerf-volant. Et hop, il y a un ouragan qui se met en place. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on sanctionne le désir, non pas en le castrant, mais en le poussant à son extrême. Et ça passe par la métamorphose du corps, des personnages, de l'espace, etc. Donc là, il y a certainement quelque chose à voir de ce point de vue-là. Et il y a un aspect... j'ai un ami qui me disait moi, qu'il n'avait jamais vraiment, quand il était enfant, il ne pouvait pas lire Little Nemo parce que ça le terrorisait. Et c'est vrai qu'il y a... Bon, on parle de rêve, mais on n'est jamais aussi très loin du cauchemar, quand même, dans Little Nemo. Et alors là, il faudrait non pas aller peut-être du côté du désir sexuel, mais du côté du traumatisme. Moi, je trouve qu'il y a quelque part une angoisse au niveau du temps. Par exemple, cette planche où Little Nemo est avec le père temps, Father Time, et il ouvre. Alors là aussi, ça marche aussi comme une sanction de la culpabilité, parce qu'il y a la curiosité qui fait que... et pourtant, il est déjà sanctionné, puisqu'il ouvre le tiroir où il se retrouve à 48 ans, et puis il apparaît comme un bourgeois, un peu... et donc, il est déjà un petit peu horrifié. Et puis, il est laissé tout seul. Et là, il va ouvrir la case 1999, et il apparaît comme un vieillard tout seul dans un ciel étoilé. Alors... l'historien que tu es va certainement faire plein de rapprochements avec plein de choses, mais disons qu'un lecteur qui lit ça aujourd'hui ressent avant tout une angoisse du temps derrière, même s'il y a toujours cette dimension humoristique, ironique, sarcastique peut-être, mais il y a voilà, comme ces personnages... ces planches où le personnage descend un escalier et puis on finit dans le vide. Bon, là, je pense que les psychanalystes se régaleraient de ce type de planche, parce que la figure de l'escalier dans les rêves est quand même... c'est un des topos du rêve. Voilà, enfin, il y a encore beaucoup de choses à dire, évidemment, à ta question. Ce qui serait intéressant, c'est de confronter une analyse... parce que... On n'a pas beaucoup parlé des cauchemars de l'amateur de fondu Chester, dont il a dessiné une quantité de pages. Environ 800 épisodes, strip et pages confondus. Donc plus que les 600 pages environ de Little Nemo. Et qui sont beaucoup plus prosaïques, basés sur des... il se faisait envoyer des rêves comme il était un peu à court d'idées, et manifestement, là, c'était vraiment la vraie matière du rêve. Il se faisait envoyer des rêves par ses lecteurs là, et donc c'est pas du tout le même processus feuilletonesque. Donc ce qui serait intéressant, c'est de faire une analyse croisée, si on a des hypothèses sur les rêves de Little Nemo, de voir un petit peu comment ça change dans cet autre chapitre de son travail, parce que manifestement Little Nemo n'est pas basé sur le même socle que les cauchemars de l'amateur de fondu au Chester. Mais il y a une dimension tragique et sérieuse chez Mackay. Oui. J'en parle depuis le début, ce côté baroque, qui peut-être, tu parles de la franc-maçonnerie, peut-être que la franc-maçonnerie est le médium qui lui a transmis un certain nombre d'œuvres et de références. J'en profite juste... J'ai encore le temps juste On devrait s'arrêter dans 2 minutes. Bon, et on n'aura pas le temps pour des questions, voilà, malheureusement. Ils sont tellement bavards tous les deux que... Je voulais comparer le petit Samy éternu avec
cette imagerie traditionnelle depuis Holbein de la danse de la mort. Il se trouve que Rawlinson, un dessinateur anglais de la tradition hogarthienne, a fait une série qui s'appelle The English Dance of Death, dans laquelle on voit la mort interrompre ici, c'est une séance de théâtre, et justement une pantomime, on voit le harlequin qui se casse la figure. Et il fait une série d'images comme ça, montrant la mort interrompant brutalement un moment de vie pris au hasard, un moment de vie normal. C'est en fait le même thème que le Little Sammy éternue. C'est le petit Sammy quelque part, le petit Sammy éternue est une version mini et mignonne et rigolote de la danse de la mort de Rawlinson, qui, je le précise, a été publié à New York en 1903 sous forme de petits bouquins. Donc il a pu très bien avoir accès à ça au moment où il a créé Little Sammy éternue. Bon, voilà. Pour montrer son aspect, sa dimension un peu tragique, et le fait qu'il y a un fond de sérieux qui est très étayé, qu'il faut aussi s'astreindre à chercher dans ses œuvres, quoi. Bien, vous l'avez compris, il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur Little Nemo et Winsor McCay plus généralement, mais il va falloir s'arrêter là. Je voudrais qu'on remercie chaleureusement Thierry Smolderen et Balthazar Kaplan. Donc pour les intervenants et partenaires de cette journée, nous nous retrouvons à la table à dessin pour un déjeuner dans 5 minutes. Et pour les autres, rendez-vous dans cette salle à 14h pour la suite de cette passionnante journée d'études.